Le Doberman. On a tous en tête cette image d'élégance, de puissance, de noblesse. Mais que se passe-t-il quand cette allure si assurée se fissure, quand la démarche devient hésitante, vacillante? C'est tout le mystère du syndrome de Wobbler, et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Voilà, c'est exactement ça. Le chien dans toute sa splendeur, plein de vitalité. C'est notre point de départ, notre référence. C'est l'image d'un chien en parfaite santé avant que le moindre signe de trouble neurologique ne vienne assombrir le tableau. Et puis, soudain, cette belle mécanique se dérègle. On utilise souvent le mot anglais wobble, qui veut dire vaciller, chanceler. Un mot tout simple qui décrit le premier symptôme d'une maladie bien plus complexe. C'est de là que part toute notre enquête. Bon, commençons par ce qui se voit, par les signes extérieurs. Qu'est-ce qui doit mettre la puce à l'oreille? Quels sont les tout premiers indices qui nous parlent de ce déséquilibre? Alors, le nom scientifique est un peu impressionnant, je vous l'accorde. Mais derrière ces grands mots, l'idée est en fait assez simple. C'est un problème mécanique. La moelle épinière, qui est un peu l'autoroute de l'information nerveuse, se retrouve tout simplement coincée au niveau du cou. Et c'est là que ça devient intéressant. Le problème est très localisé, dans le cou. Mais ses conséquences se voient sur tout le corps, et en particulier sur les pattes arrière. C'est ce qui cause cette fameuse démarche un peu flottante, si caractéristique de la maladie. Ok, on a vu les symptômes. Maintenant, il est temps de s'intéresser à la cause. On va plonger au cœur du réacteur, si l'on peut dire, sur ce qu'on pourrait appeler la scène du crime anatomique, la colonne vertébrale cervicale. Et ce n'est pas n'importe où dans le cou, attention. La localisation est même très précise. C'est presque toujours au même endroit. Tout en bas de la colonne cervicale, juste à la jonction avec les épaules, entre la 5e et la 6e, ou la 6e et la 7e vertèbre. Cette image est vraiment très parlante. On voit parfaitement la moelle épinière, notre super câble de communication, qui se retrouve à l'étroit, comprimé. Forcément, les signaux nerveux ont du mal à passer. Et c'est ça qui crée petit à petit les problèmes neurologiques. Et voilà un détail absolument crucial pour la suite. La compression ne vient pas de n'importe où. Elle s'exerce principalement par le dessus et par les côtés. Gardez bien cette information en tête parce que c'est la clé qui va nous permettre de tout comprendre. Et ça nous amène directement à la grande question, celle que tout le monde se pose logiquement. Si le problème est dans le cou, pourquoi est-ce que ce sont surtout les pattes arrière qui sont touchées de manière aussi visible? Parce que lors de l'examen, la différence entre l'avant et l'arrière est frappante. La proprioception, c'est-à-dire la perception qu'a le corps de la position de ses membres, est juste un peu ralentie à l'avant. Mais à l'arrière, c'est une autre histoire. La perte de coordination est bien plus marquée. Et ça, c'est un indice fondamental. La réponse se trouve en fait dans le câblage interne de la moelle épinière. Il faut l'imaginer non pas comme un seul gros fil, mais plutôt comme un énorme câble de fibre optique, avec des milliers de petits fils bien organisés, où chaque fil a une fonction et une destination bien précises. C'est ce qu'on appelle l'organisation somatotopique. Et voilà le moment Eureka. Vous vous souvenez de cette compression qui venait par le dessus? Eh bien, il se trouve que les autoroutes nerveuses qui commandent les pattes arrière sont situées précisément sur la partie supérieure de la moelle épinière. Elles sont donc en première ligne, les premières et les plus durement touchées par la compression. C'est aussi simple que ça. Et concrètement, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, le cerveau envoie l'ordre de bouger, mais le message est complètement brouillé en passant par la zone comprimée. Ça peut entraîner des réactions un peu paradoxales, comme des réflexes qui deviennent exagérés, ou une sorte de raideur anormale dans les muscles. Bon, les signes cliniques, l'examen, tout ça nous a mis sur la bonne piste. Mais pour en avoir le cœur net, pour avoir une preuve irréfutable, il faut pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ça, il y a un outil de diagnostic roi. Et là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Pour cette maladie, l'IRM est la référence absolue, le gold standard. C'est l'examen qui va permettre de confirmer tous les soupçons et de visualiser très précisément l'étendue des dégâts. L'IRM, ce n'est pas juste une photo, c'est une véritable carte routière pour le vétérinaire. Elle montre où se trouve le problème, comment et surtout à quel point la moelle souffre. Et c'est cette information qui est absolument fondamentale pour décider de la meilleure stratégie à adopter ensuite. Alors, si on récapitule, on va maintenant assembler toutes les pièces de ce puzzle pour avoir une vision d'ensemble, du début à la fin du processus de diagnostic. Voilà le cheminement logique, ça part de l'observation à la maison, ça continue avec l'examen du spécialiste, l'IRM vient apporter la preuve visuelle, et à la fin, on peut mettre en place un plan d'action qui est vraiment adapté à la situation précise de l'animal. S'il y a vraiment une seule chose à retenir de toute cette analyse, c'est bien celle-ci. La répartition si particulière des symptômes, ce n'est pas du hasard. C'est une conséquence directe, logique, de l'anatomie interne de la moelle épinière. La biologie explique parfaitement la clinique.
Et bien sûr, comme très souvent en médecine, le temps est un facteur clé. Plus on agit tôt, quand les lésions ne sont pas encore définitives, meilleur est le pronostic. Si on attend trop longtemps, les dommages causés à la moelle épinière peuvent malheureusement devenir permanents. Heureusement, la science vétérinaire avance sans cesse. La question reste donc ouverte. Quelles seront les prochaines avancées, que ce soit en imagerie, en technique chirurgicale ou même en génétique, qui permettront demain de mieux traiter et peut-être un jour de prévenir ce syndrome? L'objectif est clair, tout faire pour préserver la démarche fière et assurée de ces chiens si majestueux.